On va d'abord, si vous le permettez, se rendre tout de suite sur place, rejoindre nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Olivier Gangloff qui se trouvent dans la région de Sderot, qui est tout proche de la bande de Gaza. Gaza où l'armée israélienne poursuit ses opérations. On fait le point avec Régine Delfour. Régine. Oui, Laurence, l'armée israélienne continue l'intensification des frappes dans la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est, plusieurs villes continuent d'être bombardées, notamment par des frappes aériennes. D'importants panaches de fumée s'élèvent de la ville de Beit Hanoun. Nous entendons des hélicoptères et des avions de chasse au-dessus de nous et aussi de nombreux tirs d'obus. De façon très régulière, l'armée israélienne a mené une opération d'envergure dans le camp de Jabalia et elle aurait éliminé 25 terroristes. L'autre front se situe dans le sud. Tsahal est entré lundi pour cette opération terrestre de deuxième phase. L'armée israélienne encercle la ville de Khan Younes. Tsahal qui mène des combats très intenses dans cette région où des milliers de déplacés se trouvent puisque beaucoup de Palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza pour se réfugier dans le sud depuis le début du conflit. Alors l'armée israélienne diffuse des messages en arabe pour exhorter la population à sortir des zones de combat. Merci Régine Delfour et Olivier Gangloff sur place dans la région de Sderot. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et de CNews. Quel est l'objectif de l'armée israélienne? C'est toujours l'éradication du Hamas, même dans le sud de la bande de Gaza. Oui, c'est toujours les mêmes objectifs. Et tout d'abord, c'est éradiquer Hamas. Et quand je dis éradiquer Hamas, c'est plutôt le dispositif militaire de Hamas et Hamas comme régime à Gaza. Et le deuxième objectif, qui est toujours le même, c'est la libération de tous les otages. Comme vous savez, nous sommes encore dans une crise d'otages car seulement 110 ont été libérés. Il y a encore 138 otages aux mains de Hamas. Avec un espoir de les retrouver vivants, Madame l'ambassadrice? Je l'espère bien. Je l'espère bien. Selon notre information, la plupart sont vivants. Et donc oui, nous espérons toujours qu'ils pourront retourner chez eux. Et parce que les familles sont complètement en folie, bien sûr. Et nous savons bien qu'ils subissent des tortures physiques et aussi psychologiques. On va y revenir dans un instant. Vincent Hervouet, on voit que les combats font rage dans cette ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. C'est le centre névralgique pour le Hamas ou pas? D'après les renseignements qui nous sont donnés, c'est le dernier bastion. Je ne suis pas allé vérifier sur place, mais c'est ce que disent les experts. C'est l'endroit, c'est à la fois la ville natale des chefs les plus connus du Hamas sur le terrain, et c'est en même temps l'endroit où ils se seraient réfugiés. Les combats sont extrêmement intenses, sont durs. On pense que c'est une bataille qui est très difficile à mener parce qu'on est dans une zone qui est incroyablement peuplée. Là, il n'y a pas eu d'évacuation de la plus grande partie des habitants. Il en reste beaucoup sur place. Et depuis la chute donc du QG de Jabalia du Hamas, c'est effectivement l'endroit où on dit qu'ils sont retranchés. Donc c'est la fin de l'opération israélienne, à vos yeux, ou pas? Non, c'est pas comme ça que ça joue. La fin de l'opération, il y a une course contre la montre, ce serait vrai. C'est-à-dire que la pression internationale, et c'est pas Madame l'ambassadrice qui va me contredire, est de plus en plus forte. Et donc, à un moment ou à un autre, ça va devenir intenable. Et je pense que les commandants israéliens, les généraux israéliens savent très bien qu'ils ont un temps limité, que le Hamas a donc deux atouts dans sa manche. Il a à la fois cette pression internationale sur Israël qui va lui imposer tôt ou tard de lever le pied, et il a par ailleurs les otages. Ce sont les deux seuls et derniers atouts des terroristes. Madame l'ambassadrice, est-ce que la pression internationale pèse aujourd'hui sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ou est-ce que l'opération sera menée à son terme? Je dirais que malgré les pressions internationales, je crois que tous nos alliés reconnaissent le droit et le devoir d'Israël à se défendre, et pas seulement à se défendre, aussi de mettre fin au régime de Hamas. Donc il y a une pression de le faire le plus vite, avec minimiser bien sûr la perte de vie que nous regrettons beaucoup. Et les images sont fortes, je suis tout à fait d'accord, et il faut faire le maximum pour éviter les pertes de vie, et c'est ce qu'Israël fait, c'est ce que l'armée Israël fait.
En même temps, il y a une reconnaissance que c'est notre droit de mettre fin au régime de Hamas, justement pour éviter que le 7 octobre se répète. Parce que le Hamas, les leaders du Hamas, ils ont dit à maintes reprises que c'est la première étape, qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, et à ça, il faut mettre fin. Une question d'Éric Revel, oui, peut-être. Madame l'ambassadrice, le président de la République française a déclaré il y a quelques jours que, alors la phrase je n'ai plus exactement en tête, mais en fait, ce qu'il était vain d'essayer d'éradiquer le Hamas, sinon la guerre allait durer 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration qui venait après celle du 23 octobre où il avait appelé à une coalition globale contre le Hamas? Depuis le début, c'était très clair qu'il s'agit d'une longue guerre. Pour atteindre ces objectifs, ça va être une guerre longue. 10 ans, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça va durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Bien sûr, je ne suis pas à l'auteur de le dire. Je crois que c'est prématuré de le dire. Mais ça dépend aussi ce qu'on appelle éradiquer Hamas. Pour nous, éradiquer Hamas, ce n'est pas tuer tous les terroristes, aller tuer 25 ou 30 000 terroristes. Ce n'est pas l'idée, c'est impossible, ce n'est pas réaliste. Notre idée, c'est mettre fin au régime de Hamas et au dispositif militaire de Hamas. Vincent Herouet, ça vous fait réagir? Je veux dire qu'on a entendu le véritable acteur en dehors d'Israël, le principal soutien de votre gouvernement, c'est évidemment l'exécutif américain. Et Joe Biden a dévoilé il y a 3 jours quelles étaient, à son avis, la façon dont il fallait concevoir la suite après la bataille de Gaza. Donc, que Gaza ne serve plus jamais de base au terrorisme, ça il l'a dit en premier. Mais il a tout de suite insisté sur le fait que Israël ne pouvait pas occuper Gaza, que Gaza devait être réunifié à la Cisjordanie sous une autorité palestinienne reconstituée et rénovée. Et tout ça, c'est un véritable défi, parce qu'on ne voit pas, vous, qu'est-ce que vous voulez après avoir liquidé l'appareil militaire du Hamas. C'est quoi le but? C'est quoi votre but de guerre après avoir neutralisé l'ennemi? La réponse de Madame l'ambassadrice. Donc, tout d'abord, la guerre a été imposée par Israël. Ça, il faut bien comprendre. Par le Hamas. Et par le Hamas. Deuxièmement, Israël s'est retiré de Gaza, de la bande de Gaza, en 2015, avec l'idée et l'intention de n'y jamais retourner. Et je répète, de n'y jamais retourner. Et c'est toujours l'objectif. Notre idée, ne pas retourner à Gaza. Gaza n'est pas occupée par Israël. Gaza est occupée par Hamas. Pour tout ce qui appelle à la libération de Gaza, c'est la libération de Gaza du Hamas, pas d'Israël. Donc nous n'avons pas l'intention d'y retourner, ça c'est sûr. Mais nous devons être sûrs que Gaza, le jour après, et le jour après compte beaucoup pour nous, parce qu'il faut créer une réalité sécuritaire différente de ce qui était jusqu'au 7 octobre. Donc pour nous, Hamas ne sera pas là. Peut-être c'est un peu prématuré pour voir exactement ce qui va se passer le jour après, parce qu'il faut tout d'abord y arriver. Il faut tout d'abord atteindre les objectifs de cette guerre. Alors, là, oui, la reconstruction. C'est une grande question qu'on se pose aussi en Israël. Et il faut attendre le jour après. Mais c'est clair qu'Israël ne veut pas être à Gaza. Ça, il faut être clair. Et Israël ne veut pas déplacer la population de Gaza non plus. Madame l'ambassadrice, on va revenir maintenant sur ce qu'ont raconté les otages qui ont été libérés, notamment les femmes otages qui ont été libérées. Les preuves s'accumulent sur le nombre de viols, de mutilations sexuelles qui ont été commises et lors de l'attaque du 7 octobre et puis après, lors de la détention. L'armée israélienne a diffusé des témoignages qui sont éprouvants. Attention, ils sont durs. Ils racontent les atrocités qui ont été commises. Explication de Maxime Leguet et Augustin Donadieu. Elles sont les figures de la barbarie, des atrocités sans nom commises par le Hamas. Shani Louk à gauche et Nahama Levi à droite, toutes les deux portent des traces qui pourraient être les preuves de crimes sexuels commis par les terroristes. Présentes lors du festival de musique de Nova au moment de l'attaque, ces femmes racontent à la police israélienne les atrocités dont elles ont été témoins ou victimes. À ce moment-là, je comprends qu'il est en train de la violer. Il la change de position, je me souviens de ce mouvement. Et ensuite, il la passe à une autre personne. Il lui tire les cheveux, elle n'est pas habillée.
et ils lui coupent le sein, ils le jettent sur la route et ils se mettent à jouer avec. Il y avait surtout beaucoup de blessures par balles, des tirs ciblés dans les organes génitaux des victimes. Nous l'avons beaucoup vu. Ils visaient spécifiquement les organes sexuels. Des témoignages qui affluent et qui permettent aux enquêteurs de documenter ce qu'il s'est passé le 7 octobre. Des horreurs qui n'ont pas été suffisamment dénoncées par la communauté internationale, selon Benjamin Netanyahou. J'ai entendu et vous avez aussi entendu parler d'agressions sexuelles et de cas de viols cruels. Je dois dire que jusqu'à récemment, je n'ai pas entendu les organisations des droits de l'homme et des droits des femmes à l'ONU. Je n'ai pas entendu leurs cris. À ce stade, les enquêteurs ont recueilli plus de 1500 témoignages et preuves de violences sexuelles commises par le Hamas. Voilà pour ces témoignages qui s'accumulent. Madame l'ambassadrice, qu'est-ce qui va se passer après? On ne pourra pas traduire en justice ceux qui ont commis ces barbaries. Je ne suis pas sûre, mais je dirais deux choses. Tout d'abord, ces femmes ont été violées 2 fois. Une fois par les terroristes, le 7 octobre, vous avez vu les images, ce sont des images très très dures, des femmes qui ont été violées, torturées, les organes ont été amputés. Et je dirais encore plus, ce n'étaient pas quelques terroristes qui étaient déchaînés. Il s'agit d'un ordre très clair. On l'a vu en différents lieux. Et donc, il s'agit vraiment d'un programme planifié. Et on sait bien qu'ils ont reçu des ordres à violer, à salir les femmes. Et donc, il s'agit ici vraiment d'un crime contre l'humanité. Et pendant le temps où elles étaient comme otages, on entend de plus en plus de témoignages d'attouchements sexuels, pas seulement contre des femmes, aussi contre des enfants et des hommes, et de viols, des cas de viols, et toutes des tortures psychologiques et tortures physiques. Mais plus que ça, elles ont été violées la 2e fois par les organisations internationales et qui ont gardé un silence, je dirais un silence assourdissant, et plus que silence, ils n'ont pas condamné les actes, ils ont nié. Il s'agit vraiment d'un négationnisme. Et seulement maintenant, avec une pression très très forte, ils commencent maintenant à admettre qu'il y avait quelques cas de viol. Non, il n'y avait pas quelques cas de viol. Il s'agit vraiment d'utiliser le viol comme une arme dans une guerre ou dans un acte terroriste. C'est affreux. Ce sont des femmes qui ont été trahies. Moi, comme une femme juive et israélienne, je me sens complètement trahie par ces organisations internationales qui, soi-disant, sont là pour me protéger à moi et pour protéger la cause des femmes, pas une cause politique, ni palestinienne, ni israélienne. C'est quelque chose qui doit être au-delà de la politique et au-delà des frontières. Je peux vous assurer qu'en tant que femme française, je me sens absolument solidaire de ce que vous venez de dire et que toutes les femmes ne pensent pas effectivement qu'il faut nier ce qui s'est passé contre elles. Geoffroy Lejeune. Les hommes non plus, je vous rassure. Bien sûr, mais on est face effectivement à l'utilisation du viol comme arme de guerre dans ce cas-là du 7 octobre. Et ça continue en détention pour les otages. Absolument, non, c'est absolument terrifiant. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Madame l'ambassadrice, c'est est-ce que vous avez le sentiment, cette réalité qu'on vient de se rappeler à l'instant, le 7 octobre et les jours qui ont suivi, elle était évidente pour tout le monde et dans le discours politique notamment, elle était reprise très largement, en tout cas en France, à part par une minorité dans la classe politique et dans l'Occident en général. Est-ce que vous avez le sentiment qu'entre le 7 octobre et aujourd'hui, d'avoir été abandonné par une partie de vos alliés, en tout cas dans les opinions publiques ou même dans les discours officiels? Oui, je crois que oui. C'est vrai que parfois on garde l'équilibre, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'une guerre d'un État démocratique contre un groupe terroriste. Et sur ça, moi, j'aurais attendu plus une compréhension de nos alliés, un message très clair. Oui, il s'agit d'une guerre d'un pays démocratique contre un groupe terroriste. Maintenant, parmi les alliés, je crois qu'il y a une compréhension. Mais il y en a d'autres qui mettent en cause cette hypothèse. Il y a des gens qui même mettent en cause les événements de 7 octobre, ou les relativisent, ou essayent de culpabiliser les victimes, ou essayent de prendre l'agressé pour un agresseur.
Et donc, dans ce sens-là, peut-être je me sens trahie, mais c'est vrai que parmi nos alliés, il y a vraiment une compréhension du droit et du devoir d'Israël à se défendre et suite aux attaques terroristes du 7 octobre. Vous restez avec nous, Madame l'ambassadrice. Juste le temps du rappel des titres de l'actualité, 18h31 sur CNews et Europe 1.